Nous sommes le 7 février 2018. Les forces armées syriennes de Bachar el-Assad ont repris le contrôle de la majorité du territoire syrien à l'État islamique. Certaines portions du territoire ont aussi été reprises par les forces démocratiques syriennes, composées en grande partie de Kurdes, et soutenues par la coalition internationale et les États-Unis, alliance que le président syrien voit d'un mauvais œil. Pendant la nuit, une offensive est lancée par les forces de l'armée syrienne qui tentent de traverser la zone pour la reprendre aux rebelles. L'objectif est alors de reprendre le contrôle de champs de gaz et de gisements de pétrole présents dans la région. Or, les hommes qui vont lancer cette attaque sont en fait pour une bonne partie d'entre eux de nationalité russe et combattent pour une société militaire privée nommée le groupe Wagner. Mis au courant très rapidement, les forces américaines vont alors contre-attaquer par des frappes aériennes, repoussant l'armée syrienne et faisant des centaines de morts, principalement russes. Washington dira par la suite qu'il avait eu la confirmation par le ministère des armées russes qu'aucun soldat russe n'était présent. Cependant, et c'est là que les choses commencent à devenir inquiétantes, certaines sources indiquent que le Kremlin était bel et bien au courant de la présence des forces Wagner, il aurait donc pu avorter la mission à temps. Il est donc fort probable que l'armée russe ait laissé mourir ses soldats. Derrière tout cela, un homme, Evgueni Prigojine, oligarque, ancien cuisinier personnel de Vladimir Poutine, qui joue un rôle prépondérant dans les activités de Wagner. Mais alors pourquoi Moscou a délibérément laissé ses soldats mourir ? En fait, cet événement est essentiel puisqu'il peut permettre d'expliquer les véritables objectifs que poursuit le groupe Wagner, qui sont bien plus complexes qu'on le croit. Bienvenue à tous, vous êtes sur Polytips et l'objectif de cette vidéo va donc être à la fois de décrire les activités menées par le groupe Wagner, en revenant sur ses origines, mais aussi de comprendre qui les dirige et quels intérêts ils servent vraiment. Et vous allez voir, la réponse est bien plus compliquée que ce que l'on pourrait penser à première vue, mais elle permet de comprendre comment fonctionne le régime de Vladimir Poutine, et plus globalement, comment les différents acteurs qui naviguent autour de l'armée s'enchevêtrent dans ce qui constitue une immense jungle de relations formelles et informelles qui dictent la diplomatie russe. Alors avant tout, sachez que cette vidéo est le plus gros travail que j'ai réalisé sur ma chaîne et qu'elle m'a pris beaucoup de temps puisque c'est un sujet difficile et que les sources sont peu nombreuses et incertaines. Je vous demande donc de partager un max et de m'aider en lâchant un petit pouce bleu ou de vous abonner si c'est pas encore fait. Sachez aussi que la vidéo est basée principalement sur un unique papier de recherche dont le nom apparaît maintenant. Vous pourrez le consulter en description. On est parti. Déjà, pour comprendre les enjeux qui entourent le groupe, il faut savoir le définir. Pour ça, il est essentiel de distinguer deux types de sociétés. D'abord les SSP, ou Sociétés de Sécurité Privée, et les SMP, Sociétés Militaires Privées. Les premières ont pour principal rôle la garde et la surveillance d'installations ou de lieux et la protection rapprochée, et peuvent ainsi dans certains cas être fournisseurs de matériel militaire. En revanche, les SMP, tels que vous l'aurez compris, le groupe Wagner, ont pour particularité de mener en plus des tâches que je viens de citer, des opérations militaires et de s'engager sur le champ de bataille, en tant qu'unité régulière ou comme unité spéciale, et peuvent ainsi former d'autres soldats au combat. Elles sont la plupart du temps embauchées par les États pour des missions plus ou moins spécifiques, et leur rôle peut varier considérablement en fonction du contexte. Le terme de mercenaire, souvent utilisé pour désigner ces groupes, est moins précis et souvent vu comme péjoratif puisqu'il induit que seul l'intérêt financier guiderait l'engagement de ces soldats, ce qui est discutable puisque beaucoup disent agir aussi par conviction. C'est en plus factuellement faux puisque ces groupes ont la plupart du temps un rôle très important à jouer. Et c'est là qu'on va aborder un point majeur. Si ces groupes sont souvent peu connus du grand public, c'est pour une bonne raison. En fait, ils sont souvent officieusement au service de l'État duquel ils proviennent. Et utiliser un groupe militaire privé offre plusieurs avantages très intéressants en fait. Tant pour l'État qui l'embauche, que pour l'État qui l'utilise pour servir ses intérêts. Ces éléments peuvent pousser rationnellement un État à utiliser ces groupes. Déjà, ça permet d'économiser de l'argent, puisque ces militaires sont embauchés par l'État dans lequel ils interviennent, souvent pour une durée déterminée. Les membres sont souvent des jeunes retraités qui ont du mal à renouer avec la vie quotidienne après la fin de leur service pour l'armée. Il n'y a donc pas besoin de les rémunérer plus longtemps que la durée du contrat. Au-delà de ça, il y a une raison principale, et c'est ce qu'on appelle communément la théorie du déni plausible. Et c'est très important d'assimiler cette notion pour comprendre le fonctionnement de Wagner et du régime russe. En fait, quand on utilise des soldats qui ne font pas partie de l'armée régulière, on peut nier toute implication dans le conflit, puisque ces soldats ne servent officiellement qu'une société privée. Et même si un État utilise secrètement cette société pour servir ses intérêts, il peut la plupart du temps rester flou sur la chaîne de commandement et ainsi dire qu'il n'a rien à voir avec les activités du groupe.
En plus, ils se gardent de l'habituelle exposition médiatique à laquelle s'accompagne l'annonce d'une intervention à l'étranger par un État. Cela permet donc d'agir plus discrètement. De plus, les soldats tués sur le terrain ne bénéficient pas du statut de combattant, ce qui fait que la plupart du temps, la procédure de rapatriement des corps est beaucoup plus simple et on en entend peu ou pas parler dans les médias. Et c'est bien l'une des raisons de la surutilisation des sociétés privées comme Wagner par le Kremlin, qui continue de nier tout lien avec le groupe, particulièrement Vladimir Poutine, qui a réfuté récemment être à l'origine du déploiement de Wagner au Mali. De la même manière, plusieurs États ont utilisé les SMP et les utilisent encore afin de poursuivre une stratégie de déni plausible. C'est le cas des États-Unis, qui ont utilisé pendant longtemps des sociétés de sécurité et militaires en Irak ou en Afrique, et qu'ils reconnaissent d'ailleurs en argumentant qu'elles sont efficientes et coûtent peu. Beaucoup d'autres pays ont d'ailleurs préféré clarifier leur utilisation de ces sociétés en ratifiant en 2008 le document de Montreux qui encadre l'usage des SMP. Bien qu'il ne s'agisse que de recommandations sur les bonnes pratiques de ces sociétés, les États signataires démontrent qu'il n'y a aucune ambiguïté dans les rapports qu'ils entretiennent avec elles. Et justement, la Russie ne l'a pas signé. Alors pourquoi un pays comme les États-Unis dit ouvertement qu'il utilise des SMP et les a rendues légales, et pas la Russie? Pourquoi Moscou ne légalise pas ces sociétés? Eh bien parce qu'il est très probable qu'elles soient employées à d'autres fins, par l'État russe ou par des individus qui gravitent autour du pouvoir et qui s'en servent pour leurs intérêts personnels. Pour mieux comprendre, on va brièvement revenir sur l'histoire du groupe Wagner et décrire leurs opérations, où et quand elles ont eu lieu. Le groupe tire ses origines d'une entreprise de sécurité assez classique, porte le nom de Moran et qui assurait la sécurité maritime en luttant notamment contre la piraterie. En 2013, des annonces d'emploi apparaissent sur le net. Elles proviennent d'une entreprise localisée à Hong Kong et qui se fait appeler le Corps Slave et propose des salaires allant jusqu'à 5 000 $ pour diverses missions de garde et de protection en Syrie. Les investigations révéleront par la suite que la société était en fait entièrement détenue par un certain Vladimir Goussev, directeur député de Moran. C'est alors environ 300 mercenaires qui vont être recrutés après qu'on leur ait annoncé que le contrat en question était passé avec le gouvernement syrien et approuvé par le FSB, le service de renseignement russe. Ils se rendront compte par la suite que non seulement ce n'était pas le cas, mais que le matériel fourni n'était pas viable. Après leur mission, qui se conclut par un échec, ils furent renvoyés en Russie et traités comme la loi le prévoit, c'est-à-dire arrêtés, puisque ces sociétés, je le rappelle, sont illégales. Gusev écopa d'une peine de 3 ans de prison. L'histoire, comme vous vous en doutez, ne s'arrête pas là. Le Corps Slave va muter encore une fois et prendra alors le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir le groupe Wagner. Cette fois un dénommé Dmitri Utkin qui va apparaître comme étant vraisemblablement le dirigeant de cette nouvelle société, localisée en Argentine, et qui va intervenir à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, en aidant les groupes pro-russes prônant l'indépendance. Et ce Dmitri Utkin est en fait un ancien soldat, connu pour ses accointances avec l'idéologie et l'esthétique de l'Allemagne des années 30, et qui était en fait membre de Moran, et parmi les mercenaires intervenus en Syrie avec le Corps Slave. À partir de cette époque, on observe une rupture dans les relations qu'entretient le groupe avec les autorités russes. Déjà, il n'y a pas d'arrestation lors du retour de ces militaires en Russie, mais ces derniers vont en plus pouvoir bénéficier d'une base de l'armée régulière pour s'entraîner, située à Rostov. C'est donc à partir de ce moment que la théorie du déni plausible est la plus crédible, puisqu'il semble évident que c'est un moyen idéal pour Moscou de soutenir les indépendantistes russes en Ukraine sans faire intervenir son armée, et ainsi de semer le trouble plus discrètement et sans risquer les représailles de la communauté internationale. Certains des membres de Wagner semblent également être des patriotes russes, combattant par idéologie plutôt que par appât du gain. On les voit ensuite réapparaître en Syrie pour des missions de garde et de sécurisation des mines de pétrole, mais on les voit aussi prendre part au combat pour le gouvernement syrien, contre l'État islamique, mais aussi contre les forces démocratiques syriennes, combattues également par la Russie, ce qui démontre encore l'alignement entre les objectifs géopolitiques des deux parties, et qui sous-entend d'autant plus qu'un lien les unit. Les forces Wagner sont cette fois encore utilisées comme un substitut à l'armée régulière, mais en 2016, elles vont être une nouvelle fois déployées, mais cette fois, les choses prennent réellement une tournure différente et les intérêts que sert le groupe deviennent moins clairs. On revient donc là à la bataille de Deir el-Zor, que je vous ai présenté en introduction. Il faut savoir qu'avant cet événement meurtrier, un protocole d'entente avait été passé entre la Syrie et une société nouvellement immatriculée nommée Evropolis, pour reprendre les champs de gaz et de pétrole pris par les ennemis du régime. Il était dit qu'en échange,
Evropolis recevrait 25% des bénéfices générés par ces exploitations pendant les 5 prochaines années. Dans le même temps, des investigations révèlent qu'un homme se cache derrière le personnage de Dimitri Utkin. Il s'agirait d'un oligarque, ancien cuisinier personnel du président Poutine, Evgeny Prigojine. Ancien gangster, il a fait fortune grâce à une entreprise de restauration, Concord Gathering, et est fortement suspecté d'avoir financé les fameuses usines à trolls russes chargées d'inonder Internet d'informations pro-gouvernementales, véritable outil de propagande du Kremlin. Tout laisse à penser qu'il est lié à la fondation du groupe et est son principal financeur, et qu'il utilise cette société Evropolis, qui lui appartient, pour passer des contrats dans les zones où interviennent Wagner afin de profiter des résultats des interventions du groupe. Les années qui suivent, Wagner va s'étendre jusqu'en Afrique pour des missions similaires, à savoir la garde, l'entraînement des armées locales et leur accompagnement dans les interventions et la sécurisation des zones en proie au terrorisme. Sauf que là encore, on observe que chaque déploiement s'accompagne à des dates similaires de création d'entreprises exploitant les mines locales, où des contrats sont passés afin d'obtenir des profits sur des exploitations déjà existantes. Il se trouve que toutes ces sociétés ont des liens, ou parfois sont même détenues directement par Prigojine. C'est le cas en Centrafrique, qui reçoit une aide de la Russie depuis 2018 et qui est en plus épaulée par Wagner. Il faut savoir que dans le même temps, une société russe nommée Lobai Invest a été créée et exploite les mines du pays, et son dirigeant se trouve être un proche de Prigojine. Depuis 2021, la présence des mercenaires s'est étendue au Mali. Encore une fois, même mission, mêmes objectifs. Le groupe sert les intérêts du Kremlin sans que ce dernier n'ait besoin de déployer son armée. Et Prigojine profite des contrats dans le secteur extractif qui lui permettent notamment de rentabiliser les opérations militaires qu'il entreprend. Au-delà du déni plausible, les troupes de Wagner sont aussi là pour jauger les bénéfices et les risques d'une potentielle intervention ultérieure de la Russie. C'est le cas par exemple au Mozambique, où ils étaient intervenus pour lutter contre les groupes djihadistes et où ils ont finalement été poussés à se retirer après avoir subi de lourdes pertes. On l'aura donc compris, le groupe Wagner remplit un double objectif. D'abord, permettre à l'État russe d'intervenir à moindre coût tout en niant son implication, mais aussi, il permet à Prigojine d'agir dans l'ombre en déployant les mercenaires en échange de concessions des pays qui reçoivent l'aide du groupe. Si on suit cette logique, on peut donc penser que la société est totalement aux mains de Moscou. Mais dans ce cas, si on revient à l'intro, pourquoi l'État russe a laissé mourir ses mercenaires à Deir el-Zor alors qu'il aurait vraisemblablement pu intervenir à temps pour les sauver? En fait, cet élément est peut-être la pièce manquante du puzzle. Le lien entre le Kremlin et Wagner est apparu comme étant de plus en plus étroit avec le temps. Mais pourtant certains éléments nous poussent à nous questionner sur la nature de leur relation. Déjà on peut se demander pourquoi le groupe n'est toujours pas reconnu légalement. En effet, son lien avec le gouvernement est à présent connu de tous, le groupe est reconnu quasiment immédiatement lorsqu'il intervient dans un nouveau pays, et tout le monde sait que Prigojine chapeaute les activités. Jean-Yves Le Drian l'ayant d'ailleurs évoqué. Il faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires russes, c'est une masse qui se servent sur l'État ou sur les ressources minières que peuvent avoir tel ou tel État. En fait, il semblerait que les relations entre Moscou et Prigojine ne soient pas aussi pacifiques que ce que l'on pourrait penser. Il faut bien comprendre que le système russe fonctionne par des mécanismes de menace d'exposition. Cela signifie qu'il y a entre autres, entre l'État et les acteurs privés, des clauses implicites, sous-jacentes, lorsqu'un accord ou un contrat est passé entre deux parties, et que l'un des deux peut menacer de révéler si l'autre ne tient pas ses promesses ou est hors de contrôle. Certains analystes suggèrent que c'est le cas avec Wagner. En gardant le groupe illégal, la Russie peut menacer à tout moment les membres du groupe et Prigojine d'emprisonnement et de sanctions diverses si ces derniers prennent trop de pouvoir ou n'agissent pas dans les intérêts de la Russie. C'est donc un moyen de se protéger contre ces sociétés qui peuvent devenir trop puissantes si elles sont légales, puisqu'elles pourraient alors agir dans un cadre défini spécifiquement, cadre que l'État ne pourrait pas déformer selon ses besoins. C'est là que Deir el-Zor devient explicable. Plusieurs éléments laissent à penser que les relations entre Prigojine et le Kremlin étaient alors très tendues, ce qui ne semble plus être le cas aujourd'hui. Certains suggèrent donc que la Russie n'est pas intervenue pour envoyer un message à l'oligarque, en lui montrant qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, puisque ce dernier semblait agir à l'époque sans forcément avoir le feu vert de l'État. Mais d'un autre côté, Prigojine est aussi gagnant dans cette interdiction, puisque cela permet de flouter les opérations qu'il mène avec le groupe et donc de pouvoir mener ses activités d'exploitation sans que l'on ait des preuves directes qu'elles soient en lien avec Wagner, puisque ce dernier n'est pas officiellement dirigeant du groupe qui de facto n'existe pas.
Cela a donc des avantages pour les deux parties. Malgré tout, cela n'empêche pas les acteurs internationaux de faire savoir qu'ils n'approuvent pas les activités du groupe. On l'a vu avec Le Drian, mais c'est aussi le cas de l'Union Européenne, qui a sanctionné la force Wagner au mois de décembre 2021 en l'accusant d'alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils en violation du droit international. Les conséquences de leurs agissements prennent une ampleur telle qu'ils redéfinissent le rôle et la place des différents acteurs présents dans les zones où ils interviennent. Le meilleur exemple, là bien entendu, c'est le retrait de la France du Mali en ce début d'année 2022. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Donc voilà, on arrive au bout. Je pense que vous voyez à quel point ce sujet est complexe, mais je trouve que c'est aussi ce qui le rend passionnant. Bon, sinon vous avez sûrement remarqué que j'ai tourné cette vidéo avant les événements en Ukraine. Alors là aussi il y a beaucoup de choses à dire, d'autant que la plupart des analystes ne pensaient pas que Poutine irait jusqu'à intervenir, moi y compris. En tout cas Wagner a sûrement là aussi sa place, et beaucoup les disent de retour dans le Donbass depuis quelques temps. Bref, je vous remercie vraiment d'avoir suivi jusque là, l'activité sur la chaîne était moindre ces derniers temps, vous l'aurez remarqué. Faute de temps, mais aussi parce que cette vidéo m'a pris en fait plusieurs semaines à tourner. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, en tout cas dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format un peu plus en mode enquête, et surtout donnez-moi votre avis sur Wagner. A très vite.